Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et toi, t'en penses quoi? Salut Bastien. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un thriller qui s'appelle Da Vinci Code, sorti Jamais entendu parler. un tout petit film, sorti en 2006, réalisé par Ron Howard, de 149 minutes. Très longue pour certains, visiblement. Ça commence. Eh bien, sache qu'il existe une version longue de ce film de 174 minutes. Mais personne ne l'a demandé, pourtant. Que j'ai en DVD et que moi-même je n'ai pas regardé. Oh, mais ça existe. Voilà, je sais pas. Je crois savoir que c'est uniquement des. Il n'y a pas de scène en plus. Je crois que c'est juste chaque scène dure plus longtemps. Donc je suis pas bien sûr du projet. Je la regarderai un jour, mais je ne l'ai pas vu pour ce podcast. Une information. Que c'est bien d'avoir en tête cette information, Ouais, parce que je pense que quand on va en parler, certaines choses que je dirais seront peut-être plus trop d'actualité dans la version longue. Mais non, mais je savais que t'allais être ravi de savoir qu'il existait une version beaucoup plus longue. C'est donc l'adaptation du livre du même nom, Da Vinci Code, sorti en 2003 de Dan Brown. Je l'ai pas dit, mais c'est un titre québécois, le Code Da Vinci, puisque nos amis québécois aiment tout traduire. Très recherché. Très recherché, mais efficace comme d'habitude. Le film a été fait avec un budget de 125 millions de dollars, c'est quand même commence à faire un joli budget, pour un box-office total de 757 millions de dollars, donc plutôt un succès d'un point de vue des chiffres, un petit peu moins du point de vue de la critique, on en parlera. Et en France, il a quand même fait plus de 4 millions d'entrées. Quand tu vois comment le bouquin avait fonctionné, notamment chez nous, on est d'accord. C'est pas étonnant. Sachant que beaucoup de choses se passent en France, on va largement y revenir, ça explique un peu ça. On a quand même une petite particularité pour nous, en tout cas français dans ce film, c'est un casting international. On a évidemment Tom Hanks qui interprète Robert Langdon, le personnage principal, et puis à côté de lui, pas mal d'acteurs français, Audrey Tautou, Jean Reno notamment, et Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel et une petite apparition de Denis Podalides, si je te dis pas de conneries. Podalides, absolument. Je sais jamais prononcer son nom, mais on parle du même. Qui joue le contrôleur aérien, si ma mémoire est bonne. Absolument. Et on retrouve également d'autres acteurs comme Ian McKellen, qui est incroyable dans ce film, voilà, je le dis dès maintenant. Donc voilà, c'est un film qui a eu un gros retentissement, en tout cas on en a beaucoup parlé, comme on avait énormément parlé du livre. On fera un petit parallèle au début, histoire de recontextualiser. Comme d'habitude, la première question, c'est quoi ton premier souvenir de Da Vinci Code ? Eh ben justement, c'est le livre, parce que moi j'ai lu le livre, pour le coup, je sais pas si c'est ton cas. Je l'ai lu. Tu l'as lu aussi, super. Bah, écoute, moi je l'ai lu du coup avant de voir le film, parce que mon père l'avait acheté pour le coup, et c'est le premier roman un peu de ce type que j'ai lu de ma vie, hein, tout simplement, parce que j'étais encore, j'étais jeune, j'étais pas non plus tout petit, mais en tout cas j'étais peut-être un peu jeune pour le lire, je pense, quand je l'ai lu. J'ai peut-être pas compris tous les tenants et aboutissants, mais bon, ça remonte un peu, donc j'en garde pas de souvenirs très précis. Et donc après, le film, j'ai mis du temps à le voir et je l'ai vu, dis-toi, je crois, ça devait faire partie des premiers DivX que j'avais, les CD-ROM gravés, totalement Lego, évidemment. Et, absolument. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois, cette adaptation de Ron Howard. Et donc, toi, du coup, alors, ton premier souvenir ? Alors moi, mon premier souvenir, c'est aussi le livre. Je l'ai lu plus tard que toi, mais je me souviens très bien quand il est sorti en 2003, on était au collège, et je me souviens que vraiment tout le monde parlait de ça. Alors nous, pas trop, parce qu'on ne se sentait pas forcément concernés, mais je me souviens qu'il y avait vraiment une effervescence, un engouement, avec des gens qui étaient scandalisés par le propos de ce livre. On peut comprendre pourquoi, mais je me souviens vraiment que c'était un événement. En revanche, je me souviens pas du tout de la sortie du film. Je me rappelais pas que le film était sorti après. Et je l'ai vu, ce film-là, des années plus tard. Je pense que je l'ai vu au début des années 2010. Et ce film, je sais pas pourquoi, m'a marqué. Enfin, j'y reviendrai un peu après, mais donc mon premier souvenir, c'est d'abord le retentissement qu'il y avait autour de ce livre, et après au niveau du film, c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai été très surpris parce que je m'attendais pas à ça.
Et ma foi, c'est plutôt un souvenir agréable pour ce qui est du film en tout cas, et du livre aussi que j'ai lu plus tard. Moi j'ai lu le livre après avoir vu le film, et j'ai trouvé évidemment que le livre était mieux, en tout cas était plus fourni, ce qui est souvent le cas. Mais je trouve cependant que le travail d'adaptation, il a plutôt été bien réalisé. Bon, c'est quoi toi qui t'a plu, qui t'a moins plu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que c'est un film que t'as aimé finalement? Je l'ai pas détesté. Est-ce que je l'ai vraiment aimé? Écoute, j'en garde mon premier visionnage à l'époque, là, quand je l'avais vu chez moi de mon côté, en étant plus jeune. Je l'avais pas spécialement apprécié, justement parce que je gardais un certain choc au niveau du livre. Et du coup, l'adaptation ne m'avait vraiment pas plu, hein. C'est toujours le problème des adaptations de romans et des adaptations d'un support à un autre en général, hein, mais particulièrement quand il s'agit d'adapter un format écrit, on va dire. Et du coup, c'est vrai que là, en le revoyant, je partais pas, comment dirais-je, je partais pas gagnant. C'est-à-dire, je partais pas avec l'envie de le voir. Ça a été plutôt je me suis un peu forcé, hein, pour le voir, pour rien te cacher, pour le regarder pour ce podcast. Et force est de constater que le premier truc qui me saute au visage, hein, sans parler de l'intrigue, de toutes ces choses-là, et de l'adaptation même, c'est quand même que, tu vois, tu parlais la dernière fois des films du début mi-année 2000, avec The Island, et de la patte visuelle que ces films avaient. Et ben alors là, c'était complètement ça. Ce que tu as dû ressentir sur The Island, je l'ai ressenti sur Da Vinci Code. Je trouve que le film a très très mal vieilli, qu'il est vraiment dans son jus de cette époque pour le coup, et du coup ça m'a pas happé, quoi. Ça m'a pas choqué, donc enfin ça m'a pas choqué, ça m'a pas pris, ça m'a pas emmené, ça m'a pas emporté. On va arrêter les synonymes, on va fermer la page du dictionnaire. Mais voilà, en l'occurrence, ouais, peut-être pas une déception parce que j'en attendais rien, mais vraiment une impression de waouh, ce film est vieux. Ok, je t'avoue que moi j'ai pas du tout ce regard-là. En fait, ce film-là, moi depuis longtemps, c'est un peu mon plaisir coupable. J'adore ce film, mais vraiment, j'ai je sais. un plaisir immense à le regarder. Je l'ai vu peut-être 5-6 fois quand même, alors qu'il est long. Tous les films qu'on fait, que tu proposes, tu les as vus 5-6 fois. C'est pas faux. mais c'est-à-dire que lui, j'ai un rapport particulier avec parce que j'ai conscience que c'est pas un bon film. C'est-à-dire qu'il a plein de problèmes, il y a plein de choses qui marchent pas. Il est assez ancré dans son jus, je suis d'accord. Je vais faire juste une parenthèse rapidement, mais je trouve que ce qui illustre ça, c'est la coiffure de Tom Hanks, qui a reçu à l'époque une récompense, j'ai découvert ça en faisant des recherches pour le film, de la pire coiffure de l'année dans un long métrage, et incroyable. C'est justifié, vraiment. Mais j'ai vraiment un rapport particulier à ce film-là, c'est-à-dire que, je répète, je sais que c'est vraiment pas un très bon film. Il y a beaucoup de trucs qui tiennent pas la route. On va voir que le retournement de situation du personnage de Ian McKellen, par exemple, il n'a pas de sens. Enfin, il fait des trucs qui n'ont aucun sens. Il est très mal. Il y a des trucs, je me dis, mais là, ça ne marche pas. Et pourtant, j'ai toujours envie de le regarder. J'ai toujours un plaisir devant. Et je pense que le premier truc qui joue, et là, je vais être un peu plus sérieux, c'est la musique, donc qui a été faite par Hans Zimmer. Et je trouve que c'est très personnel, mais c'est dans mon top 3 des meilleurs compos d'Hans Zimmer. Je trouve que la musique, elle est vraiment, vraiment, vraiment réussie. Ouais. J'ai eu la chance de le voir en concert, Hans Zimmer, il y a quelques années, et une des musiques qui m'a le plus marqué sur scène, c'était celle-là. Et je trouve qu'elle a vraiment un rythme, elle est un peu lancinante. Et voilà, moi, cette musique-là m'a happé, et je pense que ça a participé au fait que j'aime le film. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai plaisir à revoir. Alors, il s'inscrit dans une trilogie, on ne l'a pas dit, mais il y a eu 2 autres films qui sont Angers Démon et Inferno, qui eux sont... Alors, Angers Démon est pas mal. Qui sont également des adaptations des romans éponymes de Dan Brown. Exactement, c'est la suite de ce qu'on appelle la trilogie Dan Brown au cinéma. Mais voilà, je trouve que ce film-là, c'est celui qui se démarque le plus, même si j'aime aussi beaucoup le deuxième. Le troisième est clairement pas un bon film. Là, c'est encore pire, Inferno. Mais malgré tout, j'ai un petit plaisir coupable, quoi. Je comprends. Alors moi, pour ce qui est de la trilogie, j'ai vu que Angers Démon,
Et dans mon souvenir, je l'ai vachement aimé. Mais alors, c'était aussi le cas avec le livre. C'est-à-dire que si je te dis pas de bêtises, Angers Démon se passe avant Da Vinci Code. Alors, pas que ça ait une importance capitale, hein, évidemment. Mais en l'occurrence, je garde un meilleur souvenir et du livre. Alors, et du livre, je vais le mettre à part, on va se concentrer sur les films. Mais je garde un excellent souvenir du film Angers Démon. Et j'ai pas vu Inferno parce que je suis très chiant et j'aime lire les livres et voir les adaptations ensuite. Et comme je n'ai toujours pas lu Inferno. Mais je vais te le prêter. Voilà. J'ai évidemment tous les livres de Dan Brown ici, donc je vais me faire un plaisir de te le prêter. À savoir que j'ai précommandé le prochain qui sort en septembre, hein, Le Secret des secrets. Enfin. Et oui. Ah, okay. Bah, écoutez, voilà, je découvre, je suis heureux. Et alors petite digression puisque là on parle un peu des livres. À savoir que là, du coup, suite au film, j'ai regardé un peu justement sur la Fnac, etc. Les livres et les tomes qu'il y avait dans les Dan Brown parlant de Langdon. Dans la saga Robert Langdon. Dans la saga Robert Langdon, excuse-moi. Et du coup, le fait est que alors je sais pas, je pense que ça doit être le même traducteur à chaque fois. Je sais pas si c'est comme ça dans les versions originales, mais les résumés sont tous les mêmes. C'est aberrant, mais vraiment. Ah, mais ça m'étonne pas. C'est-à-dire, Robert Langdon, éminent professeur de symbologie, rejoint X lors de sa conférence à tel endroit. Ça ne se passe pas comme prévu, il se passe quelque chose. Il est poursuivi par une organisation secrète. Heureusement, il y a Y qui va l'aider dans ses recherches et il va découvrir un secret historique. Voilà. Les résumés, si vous ne connaissez pas Dan Brown, c'est ça. En tout cas, les Robert Langdon. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une trilogie. Enfin, c'est plus qu'une trilogie. Il y a eu, je sais pas combien il y a eu, 5-6 livres, je crois, autour de ça. Je crois qu'en comptant celui de septembre, il doit y en avoir 5 ou 6. Ouais, c'est ça. Hein. Inferno, il y en a eu un autre qui est sorti entre-temps. J'ai oublié le nom. Ouais, je vais regarder ça. Je vais dire en même temps. Mais toujours est-il que donc il y a eu 3 films adaptés par. Les 3 ont été faits par Ron Howard. Le troisième aussi, je pensais. Oui, le troisième aussi a été fait par Ron Howard. Et ensuite, il y a eu une série qui a été faite sur une plateforme mais qui n'a pas fonctionné. Sur le symbole perdu que j'ai lu et qui est en dessous des autres, voilà. Oui, je suis d'accord sur le livre. Et donc la série, pour le coup, moi je l'ai pas vue, je sais pas ce que ça vaut. Mais avant de rentrer dans le truc, parce qu'on parle un peu des adaptations, moi il y a quand même un truc qui m'avait frappé il y a quelques années. Donc on l'a dit, c'est Tom Hanks. Merci. C'est Tom Hanks qui incarne Robert Langdon à l'écran. Et Tom Hanks, il a pris la parole il y a quelques années, en 2022, sur cette trilogie de films et il a été extrêmement critique. J'ai noté ce qu'il a dit, parce que j'avais été très surpris à l'époque. Il a dit que ces 3 films n'étaient qu'une entreprise commerciale, les 2 suites sont des foutaises et Da Vinci Code aussi. Il est aussi crédible historiquement que ne le sont les James Bond pour l'espionnage. Ce sont des films cyniques. Tout ce que nous faisions, c'était de promettre une diversion. Avec le 3e film, on a clairement fait du mauvais commerce. J'ai été très surpris qu'ils prennent la parole comme ça. D'abord parce que c'est pas des films si vieux et que je trouve que c'est toujours un peu étonnant quand des acteurs prennent position comme ça a posteriori, parce que bon, on va quand même le dire, il n'a pas fait ça gratuitement, Tom Hanks, et c'est quand même des films qui ont eu un succès commercial certain. Et franchement, alors le dernier, je peux bien entendre que ça soit moins bon, mais j'avoue avoir été très surpris. Il faut savoir que le livre comme le film ont été très très critiqués aux États-Unis en raison de son propos, et on comprend pourquoi, puisque voilà, c'est des films et des livres qui traitent de la religion et qui ont vocation à remettre en cause des choses. La religion du christianisme, voilà, particulièrement. On y viendra dans le cœur de l'histoire sur Da Vinci Code, mais même les films suivants. D'ailleurs, le 2e film s'en amuse, Angers Démon, puisqu'il démarre où Robert Langdon finit par arriver au Vatican et il dit les gars, c'est vous qui m'avez fait venir malgré mes démêlés avec vous. Donc c'est assez marrant parce que le film a conscience de ça, et j'avoue que j'ai été très surpris de voir la virulence quand même des propos de Tom Hanks, surtout que c'est pas quelqu'un qui est réputé comme étant virulent dans ses prises de parole. Donc ça m'a surpris et je voulais dire quelque chose. Hein. Non mais je voulais en parler parce que je savais pas si tu savais ça d'abord. Non, je savais pas. C'est assez surprenant parce que le mec est pas connu pour ses prises de position sur sa filmographie, et justement sur avoir fait des films qu'il a regrettés, hein, même les films dont quand il était beaucoup plus jeune. Restent des films relativement cultes. Hein. Tu prends Big, par exemple, qui est excellent encore aujourd'hui. C'est assez étonnant qu'ils prennent une position aussi radicale. Mais surtout que, encore une fois, les films sont pas des chefs-d'œuvre, mais c'est pas non plus des films horribles. Objectivement, il y a bien pire, quoi.
Bah écoute, là du coup là on va peut-être pouvoir rentrer effectivement un peu plus dans le vif du sujet en ce qui concerne le Da Vinci Code, donc le film qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, c'est pas non plus une bouse monumentale, hein, il y a du budget, et à partir du moment où il y a du budget, normalement ça se voit un peu, et puis ça permet de comment dirais-je, d'accepter, j'allais dire, un peu plus le film, de le vivre un peu plus sereinement, sans être justement dans ce regard tout à fait critique. Les environnements sont beaux, les endroits où c'est filmé sont très beaux. Maintenant, en termes de mise en scène, c'est quand même très pauvre. Je l'ai trouvé très mou, le film, et vraiment, voilà, tu l'as un peu foreshadowé, on va dire, au début, dans ton intro, mais qu'est-ce que c'est long. Mon Dieu, ce que c'est long. Le livre, c'était un page-turner. Là, le film, j'ai arrêté de compter combien de fois je regardais, combien de temps il restait, quoi. Alors, j'étais peut-être un peu fatigué, hein, je veux bien l'admettre. Mais oui, effectivement, c'est pas un film horrible, c'est pas le pire film de la Terre. Il mérite pas non plus une haine sans vergogne et une haine injustifiée. Mais je trouve que c'est vraiment un film qui a beaucoup de problèmes. Et alors, pour le coup, ça fait pas partie du tout de mes plaisirs coupables, en ce qui me concerne. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc le film s'ouvre sur une scène dans le Louvre, et ça c'est plutôt cool d'ailleurs de voir des scènes. Il faut savoir qu'ils ont vraiment tourné dans le Louvre. Oui, ça c'est bien, ça. Comme je disais, les environnements sont bien, c'est cool. Il y a beaucoup de décors réels, et donc ça s'ouvre avec ce qu'on va comprendre être comme le conservateur du Louvre qui se fait menacer et tirer dessus par un ecclésiastique dont on ne connaît pas l'identité à ce moment-là, mais qui est habillé vraiment en soutane. On va voir que la subtilité n'est pas le fort de ce film. Clairement, c'est vraiment, les méchants sont très méchants et très caricaturaux, mais lui en tout cas. Donc il se fait tuer. Donc il est joué par Jean-Pierre Mariel. Et donc à la suite de ce fait divers, donc de ce qu'on devine être comme étant un meurtre, on bascule pendant une conférence de Robert Langdon qui fait le début de l'introduction de sa conférence sur les symboles. Il prend à partie le public en montrant des symboles, en leur demandant ce que ça leur évoque, et puis ensuite il fait une séance de dédicace de son livre. D'ailleurs, petite anecdote, parmi les gens qui font dédicacer leur livre, il y a Dan Brown. Je crois que c'est lui qui a une réplique avec lui, qui dit qui parle avec lui pendant une demi-seconde, quoi. Et donc à ce moment-là, il y a un flic qui va venir auprès de Langdon et qui va lui demander de le suivre, parce que on a besoin de lui pour pour comprendre ce qui s'est passé avec Jacques Saunière. Il va lui montrer une photo du corps de Saunière qui est dans une position très particulière, parce que nous on l'a quitté, il s'est fait tirer dessus, et là on le retrouve nu, allongé par terre dans un pentacle, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, on l'a quitté, il était en train de tituber suite à la balle qu'il a reçue, qu'il ne l'avait pas tué, et il se dirigeait vers certaines œuvres du musée dont on ne sait pas lesquelles à ce moment-là. Et quand on prend ses nouvelles, finalement, par le policier, effectivement, il est nu et il a un pentacle de dessiné sur son torse. Exactement. Et donc, on le fait venir. Donc là, on va avoir l'introduction du personnage de Jean Reno. On a une première scène qui sert à rien, où il est claustrophobe dans l'ascenseur. Je comprends pas l'intérêt de nous montrer ça, parce que ça ne resservira jamais. Mais bref, on a ce truc où ils descendent dans une galerie du Louvre. Donc d'ailleurs, Langdon nous montre qu'il est un peu intelligent, parce qu'il sait exactement où ils vont, parce qu'il a reconnu le sol sur la photo, qui dit on va à tel endroit. Bon. Donc il découvre le cadavre, il commence à discuter, le flic lui pose des questions, il n'a pas l'air particulièrement véhément à son égard, on devine pas tout de suite que c'est lui le suspect numéro 1. Et puis va arriver Audrey Tautou, alias Sophie Neveu dans ce film, qui travaille visiblement à la police aussi, et qui va venir et qui va prétexter le fait de devoir donner un téléphone à Robert Langdon, qui serait contacté par son ambassade. C'est ça, pour vraisemblablement une question, je cite, de vie ou de mort. Et donc elle va lui tendre un téléphone avec un numéro et des consignes. Il va appeler ce numéro, et en fait il va se rendre compte qu'il tombe sur la messagerie de Sophie Neveu. C'est ça, ouais. Mais elle va réussir à le convaincre d'écouter le message, et dans le message elle va lui dire: vous courez un grave danger, il faut absolument que vous fassiez tout ce que je vous dis. Donc il va demander à aller aux toilettes pour s'éclipser, ce qu'on va le laisser faire, ce qui déjà n'a pas de sens. Mais... non, on peut pas trop. Mais voilà, on va souvent dire que ça n'a pas de sens. Mais et donc il va aller aux toilettes, il va se retrouver avec elle, et là elle va commencer à lui expliquer que en fait il est le suspect numéro 1, que on a, avant de le faire venir sur la scène du crime,
Bézu fâche, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, le flic s'appelle Bézu. Bon, là... On va l'appeler Godefroy, ça sera mieux. Non mais honnêtement, là je fais une parenthèse, mais personne ne s'est posé la question. Mais c'est-à-dire pourquoi Bézu ? Alors de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé aussi 2-3 trucs, si je te dis pas de bêtises, c'est lié à quelque chose d'historique justement. Ouais mais franchement c'est ridicule. Mais après c'est le nom du personnage dans le roman. Oui mais la question c'est pourquoi. Enfin je veux dire à un moment. Parce que Dan Brown, et là on va parler plus de Dan Brown parce que le film s'appuie sur le roman et il adapte le roman, donc c'est pas le film qui a créé les personnages, etc. C'est que Dan Brown n'est pas subtil. Et j'adore ses livres, attention, c'est pas le problème, mais on peut pas lui dire on peut pas dire de lui qu'il est subtil dans son approche et justement dans sa création de personnages et d'histoires. Il va droit au but, quoi. Toujours est-il que donc elle va lui montrer qu'il a dans sa veste un mouchard. Alors ça pour le coup c'est pas complètement con parce que quand il y a la scène où le flic va le chercher pendant sa séance de dédicace, il y a un plan où on le voit lui prendre la veste. Le policier prendre la veste. Donc c'est ça. Ok. Il y a quand même un peu ce truc, il y a beaucoup de préparation de paiement dans ce film, il y a beaucoup de le fameux fusil de Tchekhov là, il y a plein de moments où ils s'en servent. Moi, je suis plutôt client de ça, donc ça me fait plaisir. Et donc, elle va lui expliquer qu'il court un grave danger et qu'il faut absolument qu'il s'enfuit avec elle. Et donc, ils vont avoir l'idée de jeter la puce par la fenêtre. C'est ça. En l'occurrence, dans ce qui ressemble à un camion Ben qui transporte on ne sait pas trop quoi. Ça a l'air d'être un camion de travaux. Moi, j'ai trouvé plutôt qu'il a l'air de transporter du sable. Voilà. Et donc, ils vont jeter ça. Et là, du coup, les flics voyant sur leur radar que le truc est parti, tout le monde s'en va. C'est-à-dire que l'intégralité de la police quitte la scène de crime. Ça n'a aucun sens. Et donc, eux se retrouvent à l'intérieur du Louvre. Ils laissent une personne sur place. Oui, une personne qui a l'air d'être le flic le moins doué de l'équipe, quoi. Monsieur Ledoux, je crois qu'il l'appelle en plus, si je dis pas de conneries. Parce que je crois que plus tard, quand ils se rendent compte de la supercherie, t'as Jean Reno qui dit à son sous-fifre, à son... Appelez Ledoux. Appelez Ledoux. C'est qui qu'on a laissé sur place ? Ledoux, appelez-le. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de... et donc ce gars essaye de les choper, il n'y arrive pas. Et là, il s'enfuit dans une Smart. Et là, on a droit à une séquence de course-poursuite où Audrey Tautou conduit en marche arrière, mais de manière vraiment, vraiment balèze. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui fait preuve d'une vraie qualité de conduite. Elle est pilote, clairement. C'est clair. Et puis alors, ce montage absolument magnifique, on y croit. On est dans la voiture avec eux, on est en stress, vraiment. C'est waouh, ce que c'est bien filmé. Et donc, vraiment, j'ai vraiment cette scène-là, c'est fou, quoi, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment ils se sont dit au montage, cette scène fonctionne ? Moi, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout. En fait, alors, j'avoue que je me souviens pas si dans le film on nous dit qu'ils prennent la fuite en marche arrière. Honnêtement, j'ai pas souvenir de ça. Dans le livre, tu veux dire ? Dans le livre, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, et notamment dans les bouquins comme ceux de Dan Brown, qui quand même font usage de beaucoup de facilité, mais il y a quand même ce truc de ce qui marche à l'écrit marche pas toujours à l'image. Et là, ça pourrait être un bon exemple. Je répète, je me souviens pas si cette scène elle est écrite comme ça dans le livre. Bon, t'inquiète pas, il y aura d'autres scènes dont on va parler qui seront très bien pour l'exemple. Voilà. Mais voilà, je trouve que ce film-là, il est souvent confronté à ça, c'est-à-dire à des passages où tu dis mais là, ça n'a aucun sens, quoi. Bah, c'est les limites de l'adaptation, en fait, comme tu dis, de ce genre de choses. C'est de se dire mais juste parce que, comme je disais, le livre était vraiment un vrai page turner dans le sens où moi j'avais vraiment ce souvenir c'est la première fois que j'arrivais aussi peu à m'arrêter de lire. Oui, puis c'est la qualité première de ces livres de Dan Brown. Les chapitres sont courts et à chaque fois ça finit sur waouh, ce truc. Et donc là, du coup, ils font la course-poursuite. Et là aussi, on a une facilité scénaristique, c'est-à-dire qu'une fois que les flics les perdent de vue, la course-poursuite s'arrête. Donc ils se retrouvent dans le bois de Boulogne à pied. Belle image de la police française. Voilà. Et de l'efficacité. Exactement. Et donc, ils vont... alors, il y a une scène où ils vont racheter le matériel de crack à un junkie. Pourquoi ils lui rachètent ? On ne sait toujours pas. Pour qu'ils partent. Voilà, mais je veux dire, elle montre en plus sa carte de police qui devrait être suffisant pour le faire partir, mais peu importe. Elle lui offre 50 € en plus. Voilà, elle lui file 50 balles. Et donc là, ils vont échafauder un espèce de plan de qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'ils sont quand même toujours dans Paris et toujours recherchés. Et lui,
À la base, il voulait aller juste à l'ambassade pour être tranquille, en fait, parce qu'une fois qu'il est à l'ambassade, on peut plus l'arrêter. C'est ça, oui. La course-poursuite démarre parce qu'à l'ambassade, il y a justement quand même la police. Jean Reno a été bon, Bézu a géré là, sur ce coup-là. Il a envoyé des forces, dire attends, mais il devait se rendre à l'ambassade quand même, envoyer quelqu'un là-bas. Et du coup, c'est pour ça qu'elle recule en mode merde, comment on va faire? Donc finalement, ils sont signalés par un chauffeur de taxi qui les a déposés et qui dit les avoir déposés à cet endroit-là. Donc à nouveau, ils sont obligés de partir. Et là, on va donc continuer cette espèce de course-poursuite qui n'en est pas vraiment une. Ils vont acheter des faux billets de train pour Bruxelles de mémoire, pour brouiller un peu les pistes avec la carte de Langdon. Ce qui ne fonctionne pas du tout. Bah oui, puisque Bézu dit c'est forcément un piège, et ils nous ont déjà eu une fois. Voilà. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à les arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu ce truc de... il est soupçonné de meurtre et ils ont l'air de faire une course-poursuite, mais chacun dans un couloir, quoi. C'est ça, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pourquoi il est soupçonné vraiment du meurtre, c'est parce que Saunière l'avait contacté le jour même de sa mort pour le voir le soir. Oui, et sur là où on l'a retrouvé, effectivement, donc il a le pentacle sur lui, mais il a écrit avec son sang qui n'est visible qui n'est visible que à la lumière bleue. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait bizarre. Qui n'est visible qu'avec la lumière bleue. Non, mais parce que voilà, et Bézu, donc le policier en charge de l'affaire, il y avait donc une suite de numéros, 2 phrases. La suite de Fibonacci. Voilà, ça, on y reviendra parce qu'elle a une importance assez capitale dans l'intrigue. Et écrit contacter Robert Langdon. PS, contacter Robert Langdon. Et Bézu, j'adore l'appeler Bézu, c'est terrible. Bézu a décidé d'effacer la dernière partie. Ben oui, parce que je fais ce que je veux dans mon enquête. Ouais, c'est vrai, il efface des preuves de manière ostensible. C'est-à-dire que le gars a pris un chiffon, quoi. Mais c'est terrible. Il y a plein de choses comme ça dans le film. En fait, on en revient à ce qu'on disait. Je me souviens plus si le bouquin était aussi gros en termes de ficelle, quoi. J'ai pas de souvenir. Je pense que oui, parce que. Mais encore une fois, quand tu lis et quand tu t'es devant une image, c'est quand même très différent. On va faire une petite référence, mais j'ai longtemps écouté un podcast cinéma qui s'appelle 2 heures de perdu, qui se faisait un plaisir de faire chaque année les Harry Potter, et souvent c'est un truc qui revenait, c'est-à-dire que, et ils ont raison là-dessus, et je leur rends à eux cette réflexion, mais qui est très juste. Harry Potter, pour ceux qui ont lu les livres et vu les films, il y a des trucs qui dans les livres fonctionnent à merveille, qui dans les films n'ont aucun sens. Je fais vraiment une parenthèse, mais dans Harry Potter 4, le tournoi des 3 sorciers dans le livre, tu t'imagines, ça fonctionne. Mais une fois que t'es devant, tu dis mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, par exemple, il y a des tribunes. Il n'y a aucune épreuve n'est visible depuis les tribunes. Il n'y a que l'épreuve des dragons qui est visible depuis les tribunes. Non, parce que le dragon s'en va et que du coup ils font. Oui, mais là tu vois, c'est un problème. C'est un problème d'adaptation dans le sens où c'est la mise en scène qui fait quelque chose comme ça. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi là, on touche à ça. C'est-à-dire que je pense que dans le livre, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et là, matériellement, tu te dis, mais c'est complètement con. Oui, je vois. Parce que dans le livre, il montre une photo sur laquelle est masquée la partie de la phrase. Bah, tu t'imagines que, je sais pas, il a pris la photo d'une certaine manière pour pas qu'on voit le bas du texte. Mais là, en fait, ça implique qu'il l'ait effacé. Oui, non, mais ça n'a pas de sens. Même quand on apprend le pourquoi, pour qui il travaille, pourquoi il a fait ça, même quand on l'apprend, on se dit, mais non. Sachant que son surnom c'est le taureau, parce que dès qu'il a quelque chose en tête, il fonce, il s'arrête pas, et le mec est à la tête de la DGSI, et là tu te dis mais comment c'est possible? Là aussi la subtilité, le taureau c'est quand même merveilleux. Non mais c'est fou quoi. Donc finalement ils vont parce qu'ils ont donc récupéré cette suite de chiffres donc de Fibonacci là, et donc avec ces numéros là, elle a trouvé, Sophie Neveu, que c'était la suite de Fibonacci, mais pas dans le bon ordre. Et donc, il y a la phrase au-dessus, PS, contacter Robert Langdon, et la phrase qu'il y a au-dessus. Ils se disent que cette phrase, finalement, peut-être que c'est un anagramme et qu'il faut remettre les lettres dans le bon ordre, au même titre qu'il fallait remettre la suite de Fibonacci dans le bon ordre. Et là, Robert Langdon va se découvrir un talent. Elle lui demande s'il a la mémoire absolue. Ça va nous resservir plus tard dans le film. Et donc, il va découvrir finalement que c'est une adresse qu'on leur donne. C'est le nom de la banque, non? Non. Alors, pour le coup, je l'ai vu hier soir, c'est pour ça que j'ai peut-être plus en tête un peu plus que toi à ce niveau-là.
Excuse-moi, je vais essayer de garder mon sérieux. Je pensais pas rire autant en reparlant avec toi, sachant que je sais que c'est un film que t'adores. Mais vraiment, oui, c'est vrai que là, en reparlant, il y a quand même plein de choses qui sont un peu abusives, mais bon, c'est pas grave. Admettons. Et donc, non, les deux phrases, je sais plus exactement lesquelles elles sont, parce qu'elles sont écrites en anglais aussi, faut le savoir. Et ça aussi, c'est un problème, je trouve, dans le film. C'est que, du coup, quand il fait justement cette analyse pour trouver les anagrammes, il trouve que ça veut dire Léonard de Vinci. Ah oui, c'est vrai et qu'on là, n'a pas dit ça. il se retrouve devant Audrey Tautou, et Audrey Tautou lui fait mais la Joconde n'est pas loin. Oui, c'est vrai qu'il y a sachant que c'est vrai que lui ne sait pas où elle est. Oui, c'est vrai que je suis désolé, j'ai zappé ça. Et là, on est revenu un peu en arrière. Ouais, parce qu'il trouve quand même un artefact, un objet qui va leur servir beaucoup après dans leur film. Une espèce de clé. Dont ils ne connaissent pas l'usage à ce moment-là, c'est ça qu'ils trouvent. Alors en fait, du coup, ils vont voir la Joconde. Excuse-moi, je vais y arriver. Ils vont voir la Joconde. Ils vont voir la Joconde. À la Joconde, ils trouvent une trace de sang à la lumière bleue, avec un autre texte qui renvoie à une autre œuvre de Vinci qui est également dans la même aile. Et si vous êtes déjà allé au Louvre, vous savez que c'est vraiment le tableau à côté. C'est vraiment la disposition. Il y a la Joconde, ce tableau, il est vraiment à 1 mètre. Il retrouve une phrase en fait qui est écrite sur la protection qui entoure la Joconde. Absolument. Et donc dans cette protection-là, donc ça amène à l'œuvre qui est à droite. Bon, en même temps, le gars titubait, il pouvait pas aller bien loin. Non mais déjà, il s'est vraiment fait chier. Ah, il s'est fait chier parce qu'il est retourné quand même après de là où il venait pour se dire bon là, je vais me dessaper puis je vais me faire mon petit pentacle. C'est vrai que là aussi, quand on y réfléchit 2 secondes, ça n'a pas de sens. Sachant qu'il y a a priori dans cet univers, il n'y a pas de caméra de surveillance sur lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gars qui s'est dit bah là, non, il y a Papy qui est en train de se peindre. Non mais ils ont attendu 2010 pour les installer, je crois. Donc du coup, ils retrouvent ils retournent à cette deuxième œuvre et cette deuxième œuvre en fait, donc ils retrouvent pareil une trace de. J'ai vraiment du mal à comprendre comment des traces de sang aussi grosses ne sont visibles qu'à la lumière bleue. Je suis désolé, moi ça marche pas du tout pour moi. Et donc sur cette fameuse deuxième œuvre, Sophie Audrey Tautou pousse le tableau et une clé tombe de derrière le tableau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est une clé avec une fleur de lys exactement. dessus. Et une clé qui a vraiment une forme particulière. C'est une espèce de pyramide en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais elle est triangulaire. Oui, oui, c'est ça. C'est une clé triangulaire, mais sur toute la longueur en fait. Donc du coup, avec cette clé, ils font l'association. Je sais plus trop comment ils trouvent que ça appartient à une banque. Alors parce qu'il y a marqué. On va y arriver. Donc, après avoir viré le junkie du bois de Boulogne, il s'assoit, il discute, il regarde la clé. On découvre que la clé fait référence, la fleur de lys, au symbole du prieuré de Sion, si je te dis pas de bêtises, qui est donc une espèce de société secrète qui va être un peu au cœur du récit également. Et la clé, sur la clé, il y a marqué... Exa 23, je sais plus, enfin bref, il y a marqué un mot et un chiffre, et un nombre, pardon. Et il y a des espèces de petits trous, mais qui sont pas des trous, qui sont des espèces de marques un peu électroniques finalement. Et Audrey Tautou, Sophie, comprend que, mais c'est une adresse. Et du coup, ça, c'est une clé pour ouvrir un coffre. Et donc, du coup, il se retrouve à la Banque de Zurich. Enfin, exactement. La Banque de Zurich, qui se trouve à Paris, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Donc, ils rentrent là-dedans, ils sont reçus par un veilleur de nuit, parce que visiblement, c'est une banque qui est ouverte tout le temps. Et donc, quand ils présentent la clé, on leur donne accès à une pièce dans laquelle ils vont pouvoir accéder à leur coffre. Il y a le grand patron, visiblement, qui vient les voir en leur disant je suis le directeur de nuit, c'est ce qu'il leur dit. C'est le directeur de nuit, c'est le gars n'est directeur que la nuit. C'est pas eu la promotion pour le reste pour le reste. Et donc désolé. Non mais c'est vrai que c'est très drôle. On n'a pas encore ri dans ce podcast, c'est une première. Ah ouais, non là vraiment. Et donc ce gars va leur expliquer. En gros, ils vont mettre la clé et ils vont devoir saisir un code. Et le code, en fait, fait exactement la même taille que la suite de Fibonacci. C'est ça. Et il leur dit quand même, vous avez le droit qu'à un essai. Si vous vous trompez dans le mot de passe, ça bloque tout le système. Faut toujours avoir son mot de passe avec soi. Hein. Voilà. Donc finalement, ils tapent la suite de Fibonacci et ça fonctionne. Dans le bon ordre, sachant qu'elle est écrite en désordre. Exactement. Mais là, ils choisissent de la faire dans l'ordre et parce que. Voilà, parce que. Et donc, ils récupèrent la fameuse boîte et dans cette boîte, il y a donc
ce qu'on appelle la clé de voûte, qui est le premier MacGuffin, parce que ce film c'est clairement une course au MacGuffin. Il y a un peu une dimension jeu vidéo dans ce film. C'est-à-dire on court après un truc, il y a des quêtes en permanence pour aller chercher des objets qui vont nous servir à avancer. C'est ça, c'est une quête totale le film. Donc du coup, ils vont récupérer cet artefact, donc la clé de voûte, qui est une petite boîte en bois qui comporte, on va le voir, un cryptexte, on y reviendra un peu après. Sauf que entre temps, le mec, le gars de la nuit, le directeur de nuit, revient les voir en leur disant, je viens. Vraiment, l'épisode va être catastrophique. Non, mais c'est bien, il faut se faire plaisir. Il revient les voir en disant, j'ai vu que vous êtes recherché par la police, mais vous avez vraisemblablement pour ce coffre-là un espèce de contrat spécial qui fait que vous avez, je sais plus quel terme un sauf-conduit. Un sauf-conduit, exactement. Et donc il les fait monter dans un fourgon blindé pour parce les que la emmener. police arrive à ce moment-là. Exactement. Et donc il monte dans le fourgon, le fourgon sort, il est évidemment immédiatement arrêté par la police. Alors là c'est pas Bézu, c'est son collègue, et donc il y a une discussion parce que en fait le flic, le chauffeur fait croire au flic qu'il n'a pas les clés du coffre. Le chauffeur c'est le directeur de nuit. Le chauffeur est donc le directeur de nuit, sauf qu'il a une Rolex. Et donc le gars lui dit mais tous les chauffeurs ont des Rolex chez vous, et là il lui dit qu'il l'a acheté au marché aux puces de Saint-Ouen et de Barbès, t'as raison, et donc ça vaut rien, et il lui propose de lui vendre. Oui, c'est ça, il lui dit je l'ai acheté 40 balles à Barbès, si tu veux je te la fais à 30. Voilà, tu vois. c'est ça. Et donc finalement c'est bien trouvé. J'ai trouvé que de toute cette séquence, c'est la scène qui fonctionnait le mieux. Oui, c'est plutôt pas mal. En plus, il prend c'est un peu drôle. Il prend un accent à couper au couteau pour pas être reconnu. Et donc, il les emmène. Donc, il s'enfuit. Une nouvelle fois, ils arrivent à échapper à la police. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même ce truc en permanent. En fait, c'est vraiment un film où on saute d'un endroit à l'autre. Il y a vraiment ce truc c'est une course-poursuite. Littéralement, plus tard dans le film, ce sera ça, ouais. Exactement. Et donc, du coup, ils partent et là, ils font le trajet. Et puis, à un moment, le mec s'arrête dans une forêt. Et là, il ouvre la porte et il les menace. Parce qu'en fait, il dit ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un vienne chercher ce truc pour en ouvrir le contenu. 20 ans que je suis directeur de nuit. Voilà, c'est ça. Il a eu la promo, il attendait la retraite, tout ça. Et donc, il les menace, il les braque avec une arme. Sachant qu'on a quand même eu droit avant je fais une petite parenthèse, mais pendant le trajet à Robert Langdon qui nous refait une crise de panique, et Sophie Neveu qui utilise une technique ancestrale j'ai nommé le claquement de doigts à côté des oreilles, et c'est une technique que sa maman lui faisait quand elle avait peur. Voilà. Et donc à ce moment-là d'ailleurs, on faut quand même le dire, il discute un petit peu parce que Langdon il veut quand même un peu s'enquérir il se retrouve un peu au milieu de ça, il a rien demandé, donc là elle lui explique que ses parents sont morts dans un accident de voiture, qu'elle a été élevée par Saunière, mais qu'ils ne se parlent plus depuis plusieurs années. C'est ça. Voilà, donc ça lui permet quand même de poser un peu le contexte. Et elle, clairement, on comprend qu'elle se retrouve aussi là-dedans sans trop savoir pourquoi. Elle n'a pas l'air d'être au courant d'un truc plus grand qu'elle. Donc, toujours est-il que ça nous permet un peu cette exposition-là. Et donc, quand il s'arrête, le chauffeur, donc le gardien de nuit, là, le directeur, le directeur de nuit, donc les braque. Et donc, il récupère le truc, et pour leur faire peur, il tire une balle dans le fourgon, et donc la douille de la balle tombe dans le fourgon. Sachant que la balle rebondit, elle aurait pu les tuer tous les deux. Hein. Voilà, ou au moins un des deux. Elle rebondit, heureusement personne n'est mort. Et là, Langdon a l'idée, quand il va lui remettre la boîte, de faire avancer la douille avec son pied de manière très discrète pour la mettre dans l'interstice entre le fourgon et la porte. Et la porte fait que quand il essaye de fermer, ça ne marche pas. Et on a d'ailleurs un gros plan, il y en a pas mal des gros plans sur des trucs en 3D dans ce film. Moi je trouve honnêtement que c'est pas si moche que ça. Je trouve que franchement ça va, ça passe. En fait je trouve qu'ils ont une intelligence, c'est que tous ces plans là en 3D, c'est toujours sur des trucs très sombres, et que par définition quand tu fais de la 3D, nous qui aimons le jeu vidéo on le sait, les environnements sombres sont toujours ceux qui vieillissent le mieux, parce que tu vois pas trop de détails quoi. Bah oui. Donc il fait ce truc, et donc ça lui permet d'avoir quelques secondes pour aller défoncer le gars. Il lui tape la porte du fourgon dessus, il récupère l'artefact. Pour une raison inconnue, il récupère pas l'arme, alors que les deux sont posés à côté. Et ils s'enfuient tous les deux, et l'autre se retrouve comme un con dans la forêt. Et lui, on va le retrouver plus tard à l'hôpital, interrogé cette fois par Bézu. C'est ça, oui. Qui est vraiment fâché, Bézu. Bézu parce fâché. Que Bézu va dire mais là en fait vous vous êtes foutu de notre gueule, donc dites-moi ce que vous savez. Et surtout il va lui dire votre fourgon il est équipé d'une balise GPS, si vous voulez avoir un traitement de faveur faut l'activer.
Donc c'est ce qu'ils vont faire. Et eux, pendant ce temps-là, sont donc partis sur la route et décident d'aller voir Ian McKellen, le personnage de Ian McKellen. Je n'arriverai pas à retenir le nom du personnage Eh parce ben, que moi non j'ai plus. vraiment vu que Sir Ian McKellen. Mais, voilà. Et donc il s'appelle Lee voilà. quelque chose, ouais. Donc Lee Tebing, c'est Je crois que ça doit Tebing, être c'est ça. ouais. Donc ils vont voir Lee avec cette idée que lui est un C'est ça. spécialiste de la question du Graal. De la question Et du prieuré de Sion, voilà, justement. et de la clé de voûte. Donc, en fait, il y a une discussion où Langdon dit moi, mes compétences s'arrêtent là. Donc, on va aller voir un spécialiste. Heureusement, il habite en France. Ça, c'est quand même, ça tombe bien. Et il nous a pas déposé trop loin, Voilà, le directeur de nuit, on est heureusement. à peu près à 1h30. Il habite à la Villette, au château de la Villette. Voilà, donc Château de Villette, franchement, je sais ça plus. va, c'est accessible. Et donc, ils vont, parce que ils sont quand même, enfin, ils Ils savent sont pas quand même trop dans où un ils sont. fourgon volé. Hein. On est d'accord. Et donc ils y vont. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que en parallèle de ça, donc le fameux mec au début qu'on a vu qui a tué Le Jean-Pierre Mariel, fanatique. voilà, qui s'appelle Silas, C'est ça. donc qui est un. C'est difficile de décrire. C'est un bon, déjà il a un physique particulier. Il est albinos. Enfin, il est presque albinos. Il est. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il est albino, mais il a quand même une peau extrêmement blanche, pas pâle, Voilà, blanche. il est vraiment et surtout c'est un gars Presque qui fantomatique. vraisemblablement, enfin, travaille pour un autre prêtre, enfin un gradé, un monseigneur, quelque voilà, chose. qui est un acteur qu'on connaît bien parce que c'est celui qui a joué Dr Octopus dans Spider-Man. Alfred Molina, absolument. Voilà. Et Silas est joué par Paul Bettany, qui incarne Vision dans les Avengers. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de gens qu'on connaît dans ces films. C'est assez ça. marrant de les voir là d'ailleurs. Et donc en fait, lui, il travaille pour ce gars-là. Et c'est ce gars-là qui lui ordonne de faire des choses avec, on le comprend très bien, la mission c'est d'aller récupérer la clé de voûte parce que vraisemblablement leur objectif, eux, c'est de récupérer le Graal, de l'anéantir. On comprend que c'est un peu ça leur plan parce que ils veulent que le mythe autour du Graal disparaisse complètement. Alors ça, effectivement, on va le comprendre particulièrement avec Ian... Je suis désolé, je vais l'appeler Ian McKellen. Avec Ian McKellen qui va leur expliquer tout ça parce que à ce moment-là, on sait que Silas, je sais pas si... En VF, c'est Silas, hein. Que Silas traque finalement des gens qui sont liés de près ou de loin au prieuré de Sion. Et du coup... Quand il a demandé où est la clé de voûte, ça on l'a pas précisé au début au conservateur, à Saunière. Saunière, au départ, lui dit non, puis finalement lui dit bon d'accord, elle est là-bas. Et du coup, il se fait tirer dessus à ce moment-là. Et entre-temps, Silas a été récupéré donc à l'endroit dit par Saunière. La rose ligne. C'est ça, sous la rose ligne de l'église Saint-Sulpice. Absolument. Quelque chose qui est une espèce de pierre, donc qui n'est finalement pas la clé de voûte et qui est juste un leurre finalement. Absolument. Et du coup voilà, et donc on a l'occasion justement de découvrir Silas dans une des scènes qui sont peut-être les mieux adaptées du roman, hein, parce que moi cette scène m'avait marqué dans le roman là, celle où il se flagelle, il se met le calice et tout là. On l'a pas dit, mais c'est vraiment lui, c'est un martyr. C'est un fanatique, C'est-à-dire c'est terrible. Et donc effectivement, t'as raison, il se flagelle avec un fouet, il a des marques atroces dans le dos, il a, je sais plus comment on appelle ce qu'il a sur la jambe là. J'ai dit calice, mais c'est pas calice, c'est. Donc en fait, c'est un espèce de truc en métal qu'il a autour de sa cuisse et qu'il serre le plus fort possible, donc ça rentre littéralement dans sa peau. Et donc effectivement, la scène à l'église Saint-Sulpice, on en avait pas parlé, mais elle est plutôt réussie. Oui. Donc celle qui tient entre guillemets l'église, la sœur qui s'occupe de l'église, va le recevoir de nuit et finalement sur ordre de Monseigneur. Sur ordre du personnage qui est, j'ai reperdu et le nom du personnage et de lecteur, c'est terrible. Monseigneur Aringarosa, qui est donc exactement. le directeur de l'Opus Dei. Voilà, et ça aussi on va revenir un peu dessus parce que c'est important. Et donc en fait, ce type-là demande à la sœur de recevoir Silas de nuit, ce qu'elle va faire. Et en fait, elle va très vite comprendre que lui, il est en train d'essayer de récupérer ce truc-là. Et donc on comprend que elle aussi, elle fait partie... elle est liée en tout cas à Saunière. Et d'ailleurs on le voit parce que dans une scène elle essaye d'appeler et elle dit au téléphone quand elle tombe sur le répondeur de Saunière, répondez-moi, j'ai essayé d'appeler tous les autres sénéchaux, personne ne répond, je crains qu'ils soient déjà tous morts. C'est ça. Et effectivement c'est le cas et elle va se faire tuer par Silas qui va lui exploser la tête avec la fameuse pierre qu'il a trouvée et donc repartir. Et donc lui en fait on comprend que tout le monde est en quête de la clé de voûte. Donc visiblement il y a le secret est compromis et c'est pour ça qu'on a fait venir Langdon.
Ce qui est quand même assez drôle, c'est que ça traite donc de la clé de voûte, on va le voir, qui va nous amener à trouver le lieu où est caché le Graal, avec qu'est-ce que le Graal dans cette version de l'histoire. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est un truc qui a des millénaires et que là, en l'espace de quelques heures, tout le monde va trouver. Moi, c'est ça aussi qui m'a fait un peu rire. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils vont enchaîner les indices. C'est-à-dire vraiment, c'est une quête C'est de un jeu jeu de vidéo. piste, Quoi. hein. C'est vraiment un jeu de piste. ça, ouais. Donc finalement, ils arrivent chez Ian McKellen, qui donc campe un personnage que moi j'aime bien. Il est un peu caricatural, mais je trouve il fonctionne assez bien. Il le fait vachement bien en même temps. C'est un Anglais, donc il les reçoit. Et là, il va leur donner un espèce de cours sur le Graal. Et surtout, en fait, c'est une manière dans la mise en scène d'expliquer au spectateur ce qui se passe. Parce que le spectateur, jusqu'à maintenant, comprend qu'on cherche des objets, mais comprend pas bien quoi. C'est ça, on sait que c'est lié de près ou de loin à la religion et au prieuré de Sion, qu'on a mentionné donc, du coup, lors de la scène du bois de Boulogne. Et là, avec le personnage de Ian McKellen, on comprend pourquoi cette clé de voûte est importante et quel est le secret qu'elle renferme. Et en fait, finalement, c'est une remise en cause du christianisme, j'allais dire moderne, mais du christianisme classique aussi, quoi. Voilà, parce qu'en gros, la théorie que défend McKellen, c'est que en et réalité, le priori de Sion, hein, parce qu'en fait, il est vraiment, excuse-moi, je me permets de le préciser, c'est que vraiment, il est pas, comment dirais-je, faut que j'arrête de dire comment dirais-je, ça fait au moins 4 fois que je le dis, pardon. Il précise aux deux personnages qu'effectivement, lui, il est... Waouh, je me suis perdu. Il n'est pas membre du prieuré de Sion. Non, il n'est pas membre du prieuré de Sion. Sion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Guillaume. En fait, il est spécialiste de cette question-là et ça fait, on comprend des années qu'il cherche à identifier quels pourraient être les membres encore actifs du prieuré de Sion qui a la charge de protéger le Graal. Et donc, il va exposer un peu sa théorie, notamment en se basant sur le tableau La Scène de Leonardo da Vinci, qui est un tableau très célèbre dans lequel on voit a priori Jésus est au milieu et les apôtres sont autour de lui, ils font une espèce de repas entre guillemets, et en fait lui va démontrer que en tout cas va essayer de faire démonstration que sur le tableau est représentée Marie-Madeleine, donc une femme à la table de ces hommes-là, de ces apôtres. Il va faire cette démonstration-là et va étayer la théorie selon laquelle, en se basant notamment sur plusieurs textes. La création de Rome aussi. Voilà, il va parler du congrès de Nicée, enfin, il va parler de plein de choses. Il va citer des évangiles, dont certains qui ne sont pas repris dans le Nouveau Testament. Donc il se base sur plein de choses. Et sa démonstration est de dire Jésus était humain, il était marié à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine était enceinte. Et donc le Graal, c'est ni plus ni moins que, il reprend l'étymologie, le Saint Graal, le sang réel, donc le sang royal. C'est ça. Et donc en fait, sachant que Marie-Madeleine étant une descendante directe vraisemblablement des rois, en tout cas de cette famille-là, une des plus vieilles familles de France, on l'apprendra à la fin, en fait la théorie selon laquelle le Graal c'est la descendance de Jésus. C'est ça. Ce qui viendrait contrecarrer le christianisme, puisqu'on a décidé que Jésus était divin. Et il l'explique très bien dans le concile de Nicée, qu'on a décidé qu'il était divin, et donc s'il est divin, il ne peut pas être marié et pas avoir d'enfant. Et donc lui... Et il est immortel aussi. Et voilà, et donc lui, il part du principe que lui, il croit à ça, et il veut trouver moyen d'étayer sa théorie. Donc finalement, il explique tout ça. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien, la scène. Oui. Il y a un peu un côté court, un peu vieux prof qui montre des trucs, et même en tant que spectateur, moi, la première fois que je l'ai vu... en fait, on comprend aussi rétrospectivement, parce que dans le livre, ça marche aussi très bien, pourquoi ce livre a autant fait parler. Parce qu'en fait, et Dan Brown le dit toujours au début de ses livres, évidemment c'est de la fiction, mais tous les documents qu'il cite sont des documents existants. Et donc c'est ça qui avait fait un peu scandale à l'époque, c'est que quelque part Dan Brown, à travers ce livre-là, il expose cette théorie, qui est évidemment une théorie qui est contestée par l'écrasante majorité des catholiques, en tout cas de l'Église au sens institutionnel du terme. Mais je trouve que cette séquence, elle marche plutôt bien. Par ailleurs aussi parce que Ian McKellen joue super bien. Tout repose sur lui dans cette scène, dans son talent, dans sa façon justement, comme tu dis, d'incarner un espèce de vieux prof, un peu presque pas fou, mais
mais est un peu complètement philanthrope, habité, quoi. Il est habité par sa théorie, il y croit dur comme fer, il a travaillé sur ça toute sa vie, au point d'être reclus dans son château en France, de vivre seul. En plus, il est handicapé, donc ça rajoute un petit côté empathique au personnage. Ça fonctionne, cette scène fonctionne extrêmement bien, mais parce qu'il y a quasiment que lui qui parle. Exactement. Et donc finalement, les flics repèrent le lieu du château grâce au camion, donc ils débarquent, et Silas a aussi récupéré le lieu, et c'est là où on commence à se dire que Silas, il a un informateur, et on se demande qui a ces informations. Parce qu'en fait, la question est de savoir comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'ils sont cachés là-bas. Et on apprend un peu plus tôt dans le film, on ne l'a pas dit, que Bézu est un membre de l'Opus Dei. Il le dit d'ailleurs lui-même, Langdon le repère très vite parce qu'il a le badge sur son costume. Et donc à ce moment-là du film, on se dit que c'est sans doute le flic qui donne les infos à Silas. Donc, parce qu'il faut savoir que toute cette volonté de détruire donc la clé de voûte et donc par extension le Graal, elle est demandée par un personnage qui s'appelle le Guide, qui parle uniquement par téléphone à certains des protagonistes, dont Silas et j'ai encore oublié le nom de Monseigneur là. Monseigneur Octopus. On va voilà, l'appeler, Monseigneur, c'est parfait. Et donc du coup, on ne sait pas qui est le guide. Et à un moment, on se pose la question de est-ce que le guide, c'est pas le flic ? Parce qu'il donne des infos à Silas que seule la police est censée avoir à ce moment-là. Je ne me suis absolument pas posé la question, mec. Moi, je me suis dit... Tellement j'étais pas... En tout cas, la première fois. Je me suis dit, comment il fait pour savoir que Silas que c'est là ? Je me suis posé la question en lisant le livre. Mais dans le film... Alors oui, c'est facile, j'ai dit que j'avais lu le livre avant, donc forcément, je pouvais pas me poser la question. Je l'accorde. Non, mais je trouve que dans le film, c'est pas forcément appuyé, quoi. Moi, je l'ai pas ressenti du tout. Hein. En fait, on n'essaye pas de nous pointer dans une direction, mais juste, on sait jamais qui c'est le guide. Et ça, c'est encore un des problèmes de l'adaptation, c'est que dans le jeu de piste, justement, comme on le caractérisait plus tôt, dans le livre, il y a vraiment ce côté où on essaye aussi de perdre un peu le spectateur. Déjà, en plus, contrairement au support visuel que permet le film, tu vois, pour reprendre ce que tu disais sur justement ce cours qu'on nous donne, il est intéressant et très bien fait parce qu'il est très visuel aussi. Là, pour le coup, le montage fonctionne, les espèces de flashbacks des siècles avant, les surimpressions et tout, ça marche très bien. Mais concernant le roman, moi je sais que des fois ça me perdait. Il est très dense le livre parce que on t'abreuve, il n'y a pas d'autre terme, d'informations, de textes que forcément toi tu ne connais pas parce que tu n'es pas historien, de faits historiques que tu ne connais pas non plus. Et du coup, c'est plus effectivement, ce moment-là est beaucoup plus digeste dans le film, ça c'est clair. Donc du coup, les flics arrivent, Silas rentre dans la maison, les agresse. Mais finalement, Tebbing réussit à le neutraliser parce qu'il a identifié qu'il avait ce fameux truc autour de la jambe là, donc il tape dessus. Donc il ne tue pas Silas et ils vont tous fuir ensemble en utilisant une voiture et partir à travers la forêt. Avec Silas. Avec Silas dans le coffre. Et donc les voilà partis tous ensemble. Et en gros, Tebbing, lui, il est content parce qu'il a enfin la main sur un truc qu'il convoite depuis des années. Et on sent que pour lui, c'est incroyable de toucher de près la vérité de la théorie qu'il a toujours étayée, quoi. Donc ils s'en vont. Ils vont aller récupérer le jet privé de Tebbing parce que... À ce moment-là, parce que c'est quand même ça le but du film, hein, oublions pas, c'est à ce moment-là que les flics sont devant le portail du château. Et quand ils entendent Silas tirer avec le pistolet, c'est là qu'ils disent « Ah non, il faut qu'on rentre en fait !» Oui, Et c'est à ce moment-là qu'eux sautent dans leur Jeep et vont jusqu'à l'aérodrome. Non, il faut bien avoir conscience. C'est vraiment dès que les flics sont là, eux s'en vont, quoi. Dans ce film, les flics sont nuls. Mais vraiment. Ils sont montrés comme des nuls, quoi. Donc finalement, ils arrivent à prendre l'avion et à partir. Donc au départ en direction de Zurich, et puis finalement, dans l'avion, ils vont ouvrir la clé de voûte et ils vont regarder le cryptexte et commencer à réfléchir. Et ils vont finalement se dire que la solution n'est pas sur le cryptexte, mais d'abord sur la boîte de la clé de voûte. Et en fait, Robert Langdon va sortir une pièce en bois de la boîte sur laquelle il est écrit un texte à l'envers. Donc, il utilise un miroir. Et en fait, ce texte fait écho au fait qu'un chevalier aurait été enterré par un pape en Angleterre.
Voilà, par A Pope, ça va être important. C'est ça. Et donc du coup, ils vont changer le plan de vol et partir en Angleterre. Et d'ailleurs, il y a une phrase assez marrante de Tebbing qui dit vous venez peut-être d'offrir à un vieillard la plus belle nuit de sa vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le personnage de Tebbing, on l'aime plutôt bien parce que oui. il fait avancer l'histoire et il a. En tout cas, c'est assez logique ce qui se passe. À ce Puis, moment-là, on se pose pas la question, quoi. Il a ce côté justement enfantin justifié par le fait que là, il touche un peu son rêve du bout des doigts et du coup, il apporte une certaine légèreté. Absolument. Il est complètement à l'opposé des deux personnages qui sont en mode on est en Ils stress, sont très il faut qu'on sérieux. fasse ça, Absolument. faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Et lui, il fait oh putain les gars, c'est trop cool, on va faire ça. Exactement. Donc finalement, ils arrivent, sauf qu'évidemment, à l'aéroport, ils sont cueillis par la police, parce qu'il y a un mandat Interpol. Ce qui est très drôle aussi, parce qu'à ce moment-là, il y a un mandat Interpol pour un mec dont on n'a aucune preuve qu'il a commis un meurtre, quoi. Enfin, vraiment. Surtout que qu'on le a truc a effacé été la preuve. effacé. Alors, il y a la photo d'avant Oui, l'effacement, mais quand même. Donc finalement, ils vont donc arriver, et là, les flics vont fouiller l'avion, et surprise, il n'y a personne dedans. Donc ils le laissent partir. Et on va avoir droit à une espèce de micro-flashback. On va voir qu'en fait ils sont sortis de l'avion avant que l'avion s'arrête. Ils sont montés dans une voiture. Et en vrai, par la porte de l'autre côté. Et je trouve que ça marche. Enfin, là aussi c'est une facilité, mais je trouve que c'est bien pensé. C'est la suspension consentie de l'incrédulité. Mais je vais réussir à le dire d'une traite un jour, t'inquiète pas. J'ai confiance. Mais là c'est clairement de la suspension consentie de l'incrédulité. Tu t'acceptes le truc parce que tu sais que c'est ce qui va faire avancer l'intrigue, que c'est pas non plus pas croyable complètement. Mais bon. C'est un peu gros, le montage fait que t'y crois parce que tu dis bon, si j'y crois pas là j'arrête de regarder le film en fait. Non, puis surtout qu'il en fait des caisses là aussi. Oui, McKellen, bien sûr, là c'est un acteur qui joue un acteur quoi. C'est donc incroyable. Du coup ils finissent par partir, ils vont dans une première église qu'ils pensent être la bonne, et finalement ils vont se rendre compte une fois sur place que cette église n'est pas la bonne parce qu'il n'y a pas de tombe, c'est uniquement de tombe avec un globe, il y a pas ça. Non mais c'est surtout que ce sont pas des tombes, pas des tombes, ce sont des sépultures, donc il n'y a pas les corps. C'est ça, sachant que à ce moment-là quand ils sont dans l'église, n'oublions pas, ils ont toujours Silas avec eux, qui est resté dans la voiture bâillonné et attaché. Exactement. Et on n'a pas parlé, mais un des personnages qui est avec eux c'est Rémi, et Rémi c'est le majordome de McKellen. C'est ça, ouais. Qui est un Français, et donc eux ils sont à l'intérieur de l'église là, et puis finalement d'un coup Silas arrive, et là on se demande comment il s'est libéré, et il les menace tous, et donc McKellen demande à Rémi d'agir, et Rémi se retourne contre eux. C'est ça. Et donc il va menacer Langdon, il va donner d'ailleurs un coup dans les béquilles de McKellen et le faire tomber vraiment comme une merde, quoi. Il y a une humiliation, et d'ailleurs il le dit, ça fait des années que je rêve de faire ça. Il lui donne une petite giflette aussi, une petite soufflante. Ouais. Exactement. Et donc finalement il va récupérer la clé de voûte, et là on se dit ça va se terminer comme ça, parce que il va menacer de tuer, il va dire à Silas de mettre le vieux dans la voiture, donc McKellen, et il va pointer son arme sur Audrey Tautou et Tom Hanks, et là je ris d'avance parce qu'ils vont être sauvés par des colombes. C'est-à-dire que là il y a vraiment il a l'arme il y a aucun effort pointée sur eux, et il dit même que je crois qu'il est désolé parce qu'en vrai il s'en fout de les tuer, quoi. Enfin c'est pas une fin en soi. Je sais même pas et si là il y a un bruit au-dessus de la tête de colombe, et là les deux courent. Les trois regardent en l'air, une colombe. Et eux deux, ils s'en vont en courant. Et lui, du coup, comme ils s'en vont en courant, ne tire pas. C'est-à-dire que vraiment, ça se finit en... ça n'a pas de sens, quoi. Non, mais puis surtout, je suis désolé, mais le montage de cette scène, mais c'est atroce. Mais... C'est trop... Enfin, non, c'est pas atroce. Je suis un peu... non, mais ça n'a pas de sens, ça tient pas la route. Mais quoi. Je veux dire, c'est quand même... Ils arrivent à se sauver parce qu'il y a des bruits d'ailes et des colombes dans le clocher. Enfin, non, mais c'est ridicule. Sous la voûte. Pour le coup... C'est quoi ce délire ? Pour le coup, c'est un truc vraiment qui marche pas du tout. Là aussi, c'est un truc qui, dans un bouquin expliqué d'une certaine manière, pourrait marcher. Je sais plus. C'est vrai. Faudrait regarder dans le bouquin comment ils s'en sortent à ce moment-là, parce que là visuellement, Donc du coup, la scène d'après, on se retrouve avec Silas dans la voiture avec Rémi. C'est ça. Et là, en fait, Silas demande à Rémi, est-ce que c'est vous le guide ? Et Rémi dit oui, c'est moi le guide depuis le début. Donc il le remercie, il lui dit voilà, tu vas aller parce qu'il lui dit la mission est pas finie. Il dit non, mais j'ai plus besoin de toi. D'ailleurs il dit il faut pas que ton ego surpasse notre objectif commun.
Donc toi tu vas aller à tel endroit de l'Opus Dei, tu vas attendre sagement à cet endroit-là. Vu qu'ils sont à Londres, ils le déposent dans les appartements, la résidence de l'Opus Dei de Londres. Et il lui dit tu vas attendre là pour avoir ta récompense. Donc il le dépose à cet endroit. Et donc on se dit à ce moment-là que on a identifié quand même le guide, on a fait un grand pas dans l'intrigue. Et finalement la scène d'après, on a un plan avec quelqu'un, avec Rémi qui reçoit une enveloppe, on devine d'argent, et qui dit putain je les ai tous bernés, même l'ecclésiastique il y a cru machin. Donc on comprend que c'est pas lui le guide, on ne sait évidemment pas à qui il parle. On lui tend une flasque, il boit dedans, et la scène d'après, il est en train de mourir étouffé, quoi. Et finalement, là, on a un plan au sol avec des pieds et une canne, et donc on devine que c'est Ian McKellen, en fait, le méchant. Et donc, il a tué Rémi, et donc, en fait, on comprend que c'est lui, a priori, le grand méchant du film, quoi. Pendant ce temps-là, nos deux héros sont en voyage dans le bus. Audrey Tautou va draguer un ado pour obtenir sa carte de bibliothèque parce que avec une utilisation précaire d'internet sur un smartphone de très basse qualité, qui n'était pas un smartphone en l'occurrence. Voilà, et donc elle va chercher avec des mots-clés. Et là, ils vont se rendre compte que la phrase qu'ils sont décryptée, c'est pas un chevalier enterré par un père, c'est un chevalier enterré par un pope. Par A. Pope, et en fait c'est Alexandre Pope, et donc ça. là ils vont comprendre qu'il s'agit d'Isaac Newton qui a été enterré par son ami voilà. à l'époque, Alexandre donc du Pope. coup ils vont se rendre dans l'église où il est en cherchant le fameux globe qui manquant. pourrait leur donner l'indice suprême, quoi. Exactement, et c'est en fait ce qui pourrait leur permettre d'ouvrir le cryptex. Donc ils se retrouvent devant la tombe, ils cherchent, ils discutent, et puis McKellen arrive à nouveau. Ah non, si je puis me permettre, ils sont devant la. Je suis désolé, non, je me permets de te couper. couper. Ils sont devant la tombe et ils cherchent effectivement les indices. Et là, dans la poussière, parce que personne ne vient à cet endroit-là visiblement, pourtant la tombe est quand même assez exceptionnelle de ce qu'on voit visuellement. Il y a énormément de poussière au sol. Et Audrey Tautou se penche et fait mais vous avez vu ces traces de pas, Robert? Il fait oui. On dirait qu'il y a une canne. Non, oui, c'est vrai. Parce que il faut bien comprendre que pour les personnages, à ce moment-là, McKellen, il a été enlevé. Mais oui, et ils s'en savent foutent. Et donc finalement, ils marchent, ils vont derrière, ils contournent, et ils arrivent à un endroit où McKellen est là. Et sauf qu'en fait, il va les tenir en joue et leur dire maintenant, vous allez vous mettre à genoux, Robert. C'était moi depuis le début. C'était moi le méchant depuis le début, et vous allez ouvrir le crypte. Parce qu'en fait, McKellen se rend compte que lui seul n'arrive pas à ouvrir le globe. Oui, il y a une histoire de il y a que le juste voilà, il ne trouve pas à ce secret, c'est ce qui a c'est ce qui après, enfin c'est ce qui justifie dans l'or qu'il peut pas l'ouvrir, mais bon, alors objectivement alors c'est facile à dire après coup, mais c'est pas très dur à trouver l'énigme quand même. Enfin, je veux dire, le globe seul globe manquant, bah oui, enfin Isaac Newton, le premier truc que l'on pense, c'est quand même la pomme. Enfin, ça me paraît pas extrêmement complexe, mais soit. Donc il ne trouve pas, donc il met Langdon à genoux. Il demande à Sophie de décrypter le code, sauf qu'en fait, elle ne sait pas. Et c'est là que lui se rend compte qu'en fait, elle n'a pas du tout été initiée. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est parce qu'effectivement, pour et Robert Langdon et Ian McKellen, je n'arriverai pas à l'appeler autrement. Tebling, voilà. Tebling, Sophie a été initiée par son grand-père, puisqu'il l'a, quand elle vivait chez lui, suite au décès de ses parents, et il lui avait fabriqué déjà un cryptex à l'époque, un cryptex pour enfants, machin, et il avait initié avec des petits jeux de pistes adaptés, etc. Donc pour devenir... parce qu'on a appris entre-temps que Saunière était le grand maître du prieuré de Sillon, et qu'autour de lui, il gravitait 4 sénéchaux. Et du coup, elle avait commencé son initiation, et donc du coup, c'était la seule finalement survivante du prieuré de Sillon. Et voilà, et on n'a pas précisé que le cryptex donc s'ouvrait avec un code, donc ça on l'a dit, mais que ça fonctionne que si on force, il y a une flasque qui détruit l'indice. En gros, à l'intérieur d'une flasque de vinaigre, il y a un parchemin qui est enroulé, et pour y accéder, il faut trouver le code. Et si on force trop et que la flasque se brise, elle efface le parchemin. Donc du coup, il se retrouve un peu emmerdé parce que il comprend qu'elle n'a pas la solution, et Langdon lui dit laissez-moi essayer. Et là, on a droit à Langdon et sa mémoire absolue, où il va prendre le truc et faire vraiment... C'est un mauvais tour de magie. C'est-à-dire, on a tous déjà vu des tours de magie dans notre vie. Là, c'est vraiment le magicien, il dit regardez pas, je vais me retourner. Et donc vraiment... Et tout le monde le laisse. Et il se retourne et il le laisse faire. Et là, on voit Langdon qui regarde au-dessus, et on a en surimpression 3D la tombe d'Isaac Newton. Et donc, ils sont déplacés à ce moment-là. Il cherche,
Et puis il se retourne et il dit je suis désolé, sous-entendu j'ai pas trouvé. Et là il a une idée de génie, c'est qu'il jette le cryptex en l'air. Et là McKellen panique parce qu'il se rend compte que si le truc tombe c'est fini. Et donc il lâche son arme, sa canne et tout le bazar, et il attrape le cryptex, mais il le relâche et le cryptex roule et on voit le vinaigre sortir. Et donc là il comprend que l'indice est définitivement détruit et que c'est mort. À ce moment-là, pourquoi arrive la police, on ne sait pas, mais ils sont là. On ne sait pas ni comment ni pourquoi ils sont arrivés. Alors, mais c'est en plus, il y a les flics français qui sont là. C'est ça, oui. En fait, ce qui s'est passé au niveau des flics, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, en fait. Et c'est pour ça que c'est une adaptation très compliquée de ce genre de roman, parce que dans ces romans-là, c'est aussi des page-turners, parce qu'il se passe plein de choses en même temps. Et tu suis plein de personnes, enfin plein. Tu suis au moins deux chemins différents, plusieurs timelines, mais qui sont sur la même, qui sont en parallèle, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc là, pour ce qu'on n'a pas dit au niveau de la police, c'est qu'effectivement Jean Reno, suite à leur évasion en avion, a donc fait le mandat d'Interpol, ça tu l'as dit pour le coup. Et suite à ça, la police, ah oui voilà c'est ça. Après avoir tué Rémi, le personnage de Tibbing appelle la police anglaise pour leur dire oui, il y a le meurtrier que vous recherchez qui se trouve à l'Opus Dei de Londres. Oui, c'est ça. Et donc du coup, entre-temps, la police anglaise retrouve Silas et Monseigneur machin là, Monseigneur Octopus, désolé, et les tue puisqu'ils essayent de Silas va mourir. Ah oui. Silas se fait tuer par la police tout en lui paniquant, tuant Monseigneur. Alors il le tue pas, il est pas mort, Monseigneur Octopus. Il est pas mort. Et on va d'ailleurs comprendre à ce moment-là que, parce qu'à un moment Bézu explique bien plus tôt dans le film que s'il est convaincu que Langdon est coupable, c'est parce que un membre de l'Opus Dei, un haut placé, a rompu ses vœux pour lui dire qu'il avait reçu la confession de Robert Langdon qui était un meurtrier. Et donc là, Bézu va se rendre compte qu'en fait, il s'agit donc de Dr Octopus et qu'il lui a menti. Et donc il dit vous êtes servi de moi. Donc à ce moment-là, lui, Bézu, se rend compte que Langdon n'est pas coupable. Et enfin, il a un éclair de génie. Et donc du coup, quand il arrive à ce moment-là, dans l'église, il trouve McKellen par terre et là, c'est McKellen qui s'arrête. Donc il y a une scène ensuite où ils sortent de l'église, il y a beaucoup de monde dehors. Et McKellen nous fait un numéro en disant Robert, comment vous avez pu faire ça? Et puis d'un coup il dit mais en fait j'ai compris, vous avez réussi à ouvrir le truc. Et donc il se met à exhorter la foule en disant cet homme a la carte pour accéder au Graal parce qu'il est persuadé qu'il y a le plan à l'intérieur. Et effectivement après on a Tom Hanks qui va sortir de sa poche un petit parchemin. On le voit, je sais pas si t'as remarqué, on le voit quand il se lève avec les mains en l'air en mode je suis désolé j'ai pas réussi. Il a une main pliée quand même. Ouais, je me suis fait la réflexion en le revoyant cette semaine. Et donc voilà, donc effectivement il a accès à ce truc et là on a un texte qui est un peu cryptique quoi, qui termine par de mémoire, elle repose enfin sous le ciel étoilé, je crois que c'est ça la dernière phrase. Elle repose enfin sous le ciel étoilé, sous la rose là où elle a toujours appartenu. C'est ça, dessous la rose, tout auréolé d'œuvres de majestueuses œuvres tout auréolées ou quelque chose comme ça. On est trop vague. On va la retrouver la réplique, on va vous la redonner parce qu'en plus ça va le servir à la toute fin. Oui, donc finalement avec ça, lui il a une idée précise de où est-ce qu'il faut aller. Et donc à ce moment-là, il comprend qu'ils ont sans doute trouvé l'emplacement de où était le sarcophage ou le tombeau de Marie-Madeleine et donc le Graal. Donc ils vont se rendre, c'est à nouveau en France qu'ils vont aller. Dans une église dont le nom m'échappe. On va y arriver. Donc ils se rendent là-bas, ils arrivent au moment de la fermeture de l'église, c'est assez drôle, parce qu'il y a un mec qui leur dit on va fermer, et lui, pour quand même pouvoir aller dans la crypte, il va mettre de l'argent dans, vous savez, les petits trucs où on met les bougies, là. Lui il met 2 € en gros pour gagner 10 minutes, quoi. Donc ils descendent dans la crypte, et au moment où ils descendent dans la crypte, le fameux gardien de l'église va les suivre et va surprendre leur conversation. Et là, on se rend bien compte que lui comprend qu'il se passe un truc important. Et en parallèle de eux qui descendent et qui cherchent la tombe, entre guillemets, ils vont... on va voir arriver d'autres gens. Et en fait, pas mal de gens qui arrivent à l'église. Qui sortent de voitures, machin, qui ont l'air d'être des civils, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent. On ne sait pas trop qui ils sont. Mais ils sont quand même assez nombreux. Et à ce moment-là, on se dit qu'ils sont potentiellement menaçants, ces gens-là, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Et finalement, Langdon et Sophie vont trouver le symbole de la fleur de lys sur le sol.
sous un tapis. Et il faut savoir que la crypte dans laquelle ils sont, elle est recouverte d'étoiles au plafond. Et donc ils comprennent que c'est ce lieu-là. Puisque justement, on est en train de vous retrouver la réplique. Bastien est en train de faire une recherche express. J'arrive, je suis toujours là, les gars. Et donc, ils vont comprendre que c'est à cet endroit-là. Ils vont trouver une trappe cachée. Et ils vont descendre. Et dans cette espèce de crypte, de cave, ils vont trouver l'emplacement du tombeau de Marie-Madeleine, mais elle n'est plus là. Le sarcophage n'est plus là, effectivement. Le sarcophage n'est plus là. Il y a juste une petite rose, justement. Il y a une petite rose et il y a autour des archives avec en fait les registres de tous ceux qui, au fur et à mesure des centaines d'années, ont fait partie du prieuré de Sion. C'est ça. Et donc il y a le nom des grands maîtres sénéchaux. On voit Jean-Pierre Mariel notamment à nouveau à ce moment-là. C'est ça. Et il y a également du coup les comment on appelle ça, justement ce que les membres du prieuré de Sion protégeaient, à savoir donc l'arbre généalogique, si je puis dire, de Jésus, tout simplement. Absolument. Et Madeleine. Et donc du coup la fameuse phrase là, bon, on va vous la dire quand même. Le Saint Graal sous l'ancestrale Roseline attend. L'âme comme calice y veille jalousement. Toute d'œuvre maîtresse auréolée, elle repose enfin sous le ciel étoilé. Ok, merci. Je t'en prie. Et au passage, je trouve que ce truc-là est plutôt bien écrit. Et je fais une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, ont critiqué le fait que ce texte soit écrit en anglais. En disant ça n'a pas de sens. Ça n'a pas été écrit en anglais. L'anglais n'existait pas au moment où le cryptexte a été fait. Et en fait, je trouve que c'est une critique qui ne marche pas, parce qu'en fait, ce texte-là, mécaniquement, il a été remis à jour à chaque fois qu'elle a été déplacée. Bah oui, c'est pour moi, celui-là, c'est celui que Saunière a écrit. Et je suis bien d'accord. Mais j'ai déjà lu et entendu une critique là-dessus, ce qui, pour le coup, me semble pas cohérent. En fait, la justification de pourquoi ça ne marche pas, que ce soit écrit en anglais, je la comprends, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre dans le film et qui m'a un peu sorti, c'est que la multiplicité de langues, justement, finalement, il n'y a que français et anglais, et en fait, je trouve qu'il y a certaines choses pas logiques. Des fois, ils passent du français à l'anglais et inversement, d'une manière qui est pas forcément justifiée à ce moment. Notamment, je comprends pas pourquoi Saunière écrit le message en anglais. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça n'a aucun sens en ce qui me concerne. Vraisemblablement, tous les sénéchaux dont on nous parle sont français, donc ils auraient dû écrire en français. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est adapté d'un roman américain. Oui, on va pas non plus, voilà. Donc, déjà, ils ont essayé de respecter justement c'est déjà pas mal. ce côté-là au maximum. On a eu de la chance, c'est que le mot pomme qui donc Apple sert à ouvrir le cryptexte a le même nombre de lettres en français et en anglais. Sinon ça aurait été emmerdant pour la traduction parce que du coup ça marchait pas le cryptexte. Et là ça fonctionne juste pour ça. Donc c'est voilà, petit coup de chance pour au niveau de la langue. Je sais pas s'il y avait pensé Dan Brown, je suis pas sûr, mais bref. Qui sait. Donc ils arrivent à cet endroit-là et là Langdon va poser des questions soudaines à Sophie Neveu sur son enfance et dire est-ce que vous avez des souvenirs de Jacques Saunière avant l'accident de vos parents et de votre frère. Et donc elle dit oui, non, enfin je sais pas trop, machin. Et il va trouver un article de journal. Et là on va comprendre qu'en fait Sophie, dans l'accident de voiture qu'elle a évoqué, la presse l'a considérée comme morte. Avec son frère, ouais. Avec son petit frère et ses parents. Et donc là il y a un peu une stupeur. Donc ils comprennent pas trop pourquoi. Et lui dit mais en fait si c'est vous le Graal. En fait, à ce moment-là, on comprend que tout son lien avec cette histoire-là, c'est pas qu'elle devait être sénéchale, enfin, elle devait pas faire partie de ceux qui protègent. En fait, c'était elle le secret. Et donc, on a cette révélation-là qui, dans le film, est amenée de cette manière-là. Dans le livre, elle n'est pas amenée comme ça, je sais pas si tu te rappelles. Mais dans le livre, à un moment, elle évoque, elle, cette possibilité. Et Langdon lui dit que non. Il s'est posé la question mais que c'était pas possible parce que je crois qu'il y a un truc comme quoi les sénéchaux peuvent pas être au courant eux-mêmes de ce genre du secret qu'ils protègent. Ah ouais. Et alors c'est paradoxal parce que enfin c'est là pour le coup c'est une assez grande différence avec le livre si ce que tu dis est juste parce que pour moi Langdon ne le comprend pas à ce moment-là où il découvre les archives etc. Pour moi il se pose déjà la question juste avant qu'il rentre dans la crypte parce qu'il y a une petite scène où elle passe devant lui et où elle lui dit mais je suis déjà venu ici, machin, elle se pose tout ça. Et on voit que Langdon la regarde un peu étrangement quand elle lui dit en fait de toute façon mon grand-père il s'est battu pour ce en quoi il croyait et finalement on devient un peu ce qu'on protège. Oui, elle lui dit une phrase un peu cryptique, un peu étrange, un peu pseudo-philosophique et il y a un plan appuyé sur Langdon qui la regarde en mode
Quelque Et chose. moi, je me de souviens deep. que dans le livre, Langdon, il balaye cette option-là plus tôt. C'est-à-dire qu'il y pense plus tôt, mais il arrive à la conclusion que c'est pas possible. Et donc, finalement, on a quand même cette révélation à la fin. À savoir que dans le livre, je crois que son frère est vivant. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est l'autre excuse-moi, différence, vas-y. c'est que dans le bouquin, elle est pas seule. Il y a 2 héritiers, il y a aussi son frère. Là, son frère, a priori, est mort dans le film. En tout cas, on Alors, l'évoque comme tel. Moi, justement, on l'évoque comme tel, mais je me demande si non, c'est pas un conservateur, mais le petit gardien de l'église qui croise justement machin. Je me demande si lui ne serait pas son frère, justement. C'est une possibilité parce que du coup, ils vont finir par ressortir de cette crypte. Oui. Et là, il va y avoir un tas de gens qui les attendent dans l'église. Il y a un comité d'accueil, dont une gros dame comité d'un d'accueil. certain âge qui va se présenter comme étant la grand-mère réelle de Sophie Neveu Biologique. et lui expliquer que voilà, en fait, elle a renoncé à elle quand elle était jeune pour la protéger et que du coup, il perdure le secret et que tous les gens qui sont là, c'est des membres du prieuré de Sion. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont sénéchaux, attention. oui, mais alors, du coup, c'est des membres du prieuré, tous ces gens-là. Oui, parce c'est que des membres du prieuré. parce que moi, je suis désolé, hein, j'ai bien vu qu'on nous disait ça, mais j'ai compris ça plus comme si c'était pas des. Mais non, c'est pas possible. Il y a plus qu'une héritière. Mais non, c'est pas. Moi, je me suis demandé si c'était pas tous des branches plus ou moins éloignées de l'arbre généalogique. Moi, j'ai Parce compris qu'ils sont qu'ils quand même de étaient- tous les âges et compagnie. Moi, tu j'ai vois, compris que trouvais ça un peu c'était des étrange. membres du prieuré. Après, je Je trouve que la question peut au-delà de ça. Moi, j'ai trouvé que la question se posait. Mais bon, vas-y, je te laisse conclure sur le. Parce que là, du coup, le film, on arrive à la fin. On arrive à la fin, ça y est. Donc, on va avoir une scène ensuite à l'extérieur de l'église où, en gros, Langdon et Sophie Neveu vont discuter. Quand même, un des trucs qui est bien, je trouve, dans le film. Le film tombe pas dans la facilité de faire une histoire d'amour entre les deux. Parce qu'en vrai, ça pourrait en prendre le chemin, mais finalement, est-ce qu'ils ont une forme de tendresse l'un envers l'autre? Oui. Mais il y a presque un rapport plus paternel. Oui, c'est ça, la différence d'âge Ils n'ont fait que. pas un écart d'âge non plus astronomique. Je sais pas quel âge elle a dans le film, mais elle a une trentaine d'années. Lui, il en a une quarantaine. Il est pas si vieux que ça dans le film Tom Hanks. En tout cas, son personnage fait pas vieux. Ouais, Mais peut-être. je ouais. trouve que c'est plutôt bien de pas être allé là-dedans. Et donc ils ont une discussion et lui il lui dit mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'en fait vous avez 2 choix. Soit vous le révélez au monde entier, soit vous gardez le secret. Avec la question de quelles conséquences ça a si jamais demain on révèle au monde entier qu'il y a un héritier à Jésus, quoi. Donc elle dit qu'elle n'a pas encore répondu à la question, qu'elle va y réfléchir. Et puis donc ils se séparent à ce moment-là. On comprend qu'elle fait d'ailleurs une petite blague en essayant de marcher sur l'eau, ça marche pas. Elle sait pas ce qu'elle va faire parce qu'elle lui dit aussi de toute façon le sarcophage n'étant pas présent, on pourra jamais prouver. Voilà, il y aura jamais de preuve empirique Voilà. de ce truc-là. Donc voilà. Et donc on se dit que le film va se finir là-dessus, mais on a quand même une dernière scène avec le thème principal de la musique de Hans Zimmer, là pour le coup, qui je trouve illustre bien, où on a notre ami Robert Langdon qui est au Ritz à Paris, parce que quand même un peu d'argent. Faut pas déconner, hein, je suis Voilà. professeur de symbologie, mon copain. Bah grave, puis il a l'air de vendre beaucoup de livres, tout ça, il est C'est prof ça. à Harvard, ça paye bien. Et donc on le voit se raser, et là il va se couper. Alors La boulette. ça nous est tous déjà arrivé. Moi quand je me rase et qu'il y a du sang, ça ne fait pas une forme d'épée, par contre, dans mon lavabo. Non, mais Ça, c'est parce j'avais que là jamais il y avait un petit peu d'eau et en fait la goutte de sang est tombée dans la goutte d'eau, Voilà, donc ça mais c'est quand même bien fait, quoi. Il y a... Non, là pour le ça coup, je tombe trouve bien, que visuellement, ça marche bien. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli et plutôt crédible. Exactement. Et là, on va avoir notre ami qui va avoir une illumination et on va se resservir de la réplique qu'on vous a donnée tout à l'heure. Et là, on va l'entendre en voix off. Donc, il va redire tout ce qu'on vous a laborieusement lu tout à l'heure. Je vais pas vous la relire, hein. Je suis navré, mais je ne le Et referai donc, pas. en fait, il va suivre dans Paris, il y a donc les médaillons du Méridien Zéro, le premier qui a été tracé. Et donc, il va suivre ces médaillons-là et ça va l'amener au Louvre. Et là, ça va faire écho à une des toutes premières scènes du film. La première fois qu'il rentre dans le Louvre avec Bézu, il voit les 2 pyramides qui se rencontrent. C'est pour ceux qui sont déjà allés au Louvre, c'est-à-dire la pyramide de verre qui rentre à l'intérieur du bâtiment et il y a une petite pyramide en bas. Donc Avec les 2 sommets qui voilà, se touchent les presque. 2 sommets ouais. qui se touchent plus et qui font donc écho à la représentation de l'homme et de la femme. Des 2 triangles inversés, Voilà. ouais, c'est ça Et qu'on donc nous ça fait explique. écho à tout ce qu'expliquait McKellen un peu plus tôt dans le film. Et là, il va lui suivre ce truc et il va se retrouver donc au milieu de la pyramide de verre. C'est assez drôle qu'on À la laisse aller là, surface, du d'ailleurs. coup, à la base finalement de Exactement. la pyramide de verre inversé. Ouais. Et là, il va s'agenouiller et on va avoir un plan qui va descendre. Et en fait, on va comprendre que le tombeau de Marie-Madeleine, il est sous sarcophage. Le sarcophage, pardon, Ouais. il est sous le Louvre. Et ça correspond totalement au truc, c'est-à-dire il est auréolé des œuvres et il est sous le ciel étoilé, puisque ce jour-là il y a des étoiles. Et je trouve que ça marche plutôt bien en fait. Il y a un côté un peu où lui il a trouvé,
mais en même temps, il peut pas le prouver parce qu'il pourra jamais accéder à cet endroit-là. Et je trouve que la fin, elle marche là aussi plutôt bien. Moi, je trouve que cet épilogue-là fonctionne beaucoup mieux que le précédent qu'on a vu avec Audrey Tautou, qui est finalement la dernière, etc. En termes de mise en scène, en termes de ressenti, j'ai trouvé que... Et alors, la musique, effectivement, aide beaucoup, même si c'est pas une de mes BO préférées. Ce thème-là fonctionne très bien à ce moment-là. Et je trouve que ça fonctionne effectivement très bien, ouais. Et donc voilà, le film se termine sur ça, avec on nous révèle l'endroit où est cachée a priori Marie-Madeleine. Ce qui est assez marrant parce qu'en fait, il y a une forme de logique aussi, c'est-à-dire que il était grand conservateur du Louvre. Il l'a caché là où il bosse, quoi. En fait, il a dû galérer à l'emmener, par contre c'est lourd, la pierre. C'est exactement ce que je me suis dit. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des travaux, c'est pas évident. Mais voilà, donc le film se termine là-dessus après 149 minutes dans la version que nous avons vue. Mais voilà, si vous avez envie de voir la version, il y en a une de 172. Bon courage, 174 même. Et je répète, je crois que c'est juste des rallongements de scène. Donc, oui, je vois pas où il y en a. J'imagine, je vois pas où il faudrait qu'il y en ait. Surtout, c'est déjà assez long comme ça. Non, c'était voilà, c'est sympa. Alors, on va essayer de donner un avis peut-être un peu plus. On va pas. Ça fait déjà 1h20 qu'on est dessus. On va pas non plus trop débattre. Mais comment? Mais bon, le film est ce qu'il est. C'est une curiosité, je pense, effectivement. Après, ce qui est intéressant, et c'était déjà le cas dans le roman, c'est que ça met en avant en fait ce dont parle à un moment donné Ian McKellen, son personnage, pardon. C'est que on a envie de croire. De croire ce qu'on veut voir, en fait. On a envie il y a un nom à ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il explique à un moment que en fait on a un peu cette capacité, nous les humains, à ne voir que ce qui nous intéresse dans quelque chose. Et il dit ça en plus en développant sa théorie à lui, la théorie de son personnage, et j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant. Et du coup voilà, après on retrouve vraiment les thèmes de ce genre de livres, et notamment des livres de Dan Brown, de cette saga-là, le fanatisme, les sociétés secrètes, tous ces trucs-là, et ça marche plutôt bien. Moi voilà, vous l'aurez sans doute compris quand on a beaucoup ri au début, etc. Moi je trouve que tout le cheminement jusqu'au twist final paraît extrêmement tiré par les cheveux, contrairement à ce que c'était dans le bouquin. Ça pose vraiment en fait, ce film il montre encore plus que les films Harry Potter dont tu parlais l'exemple, mais c'est pas le seul en termes d'adaptation de livres qui montre ces limites là. C'est les limites justement de ce qui est adaptable, de ce qu'on peut adapter, de comment on peut adapter une œuvre à un format écrit, qui soit bande dessinée, qui soit comics, qui soit roman, qui soit pièce de théâtre, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on crée nous-mêmes quelque chose pour apporter en plus à cette adaptation, qu'est-ce qu'on met pas. C'est intéressant, ça peut être un peu un cas d'école aussi, hein. C'est intéressant. Après voilà, moi je répète, hein, j'ai vraiment conscience que c'est un film qui a beaucoup de défauts, qui plonge dans plein de facilités scénaristiques, qui est pas dingue en termes de réalisation. Moi je le trouve pas affreux non plus, je trouve qu'il a quand même le fait que je trouve que Paris est plutôt bien utilisé, j'aime bien la manière dont c'est filmé. J'ai quand même un peu aussi ce sentiment de voyage, d'aventure, ils vont à Paris, ils vont à Londres, il y a quand même un truc assez c'est du grand divertissement en fait. On passe un bon moment, enfin moi en tout cas je passe un bon moment pour ça, parce que je me laisse emmener par le truc, et que encore une fois j'ai toujours plaisir à plonger dedans et à me dire allez, je vais quand même passer un bon moment. Il y a une quête, il y a un début, un milieu, une fin, il y a pas de c'est un film qui est pas frustrant. Je veux dire qu'on soit d'accord ou pas avec la théorie étayée, c'est même pas le sujet, mais quelque part il est après c'est typiquement du Ron Howard, hein. Ron Howard c'est un peu un yes man, il est un peu connu pour ce genre de film, ce qui est pas un reproche en soi, et je trouve que ça colle bien à du Ron Howard. Et voilà, encore une fois, c'est un film, on voit pas passer moi en tout cas c'est vrai qu'il est long, mais moi je lui fais pas ce reproche là. Je trouve que certes il est long, mais je trouve qu'il est bien découpé. J'ai un peu ce sentiment que l'intrigue elle avance assez bien, le film il est bien séquencé, on arrive facilement à se repérer, malgré, tu l'as dit, le fait qu'il y ait plein de points de vue différents, plein de personnages différents, etc. Mais voilà, pour moi c'est un film qui fonctionne dans ce genre. C'est pas un thriller sombre, c'est vraiment un thriller de divertissement. Mais on passe en tout cas moi je passe un vrai bon moment devant.
Non, mais écoute, de toute façon, c'est le plus important hein, quand on voit un film, c'est de passer un bon moment. J'ai pas passé un moment horrible non plus, attention, mais c'est juste que c'est vrai qu'en reparlant, etc., il y avait vraiment des trucs où là, j'ai réalisé, j'ai fait, ah oui, c'est encore pire que ce que je croyais. Mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je suis quand même allé à reculons. J'ai pas passé un super moment non plus, quoi. C'est vraiment. Je trouve que ça marche pas des masses. Dans mon souvenir, Angers Démon fonctionne mieux. Peut-être qu'on parlera d'Angers Démon une autre on fois. aura peut-être l'occasion de le faire. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ron Howard, finalement, moi je sais que rien à voir. Hein, une petite digression, mais je sais que c'est dans Arrested Development, qui est une série que je te conseille, qui est une série sitcom assez drôle. Il a un petit rôle dedans et justement il a une autodérision assez bienvenue. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter parce que quand je vois Ron Howard, son nom, à chaque fois je pense à Arrested Development. Pour le coup, moi je l'ai associé énormément à cette trilogie de films, aussi au film Solo qu'il a réalisé et que je trouve vraiment pas réussi pour le coup. Ah non. Mais ouais, non, c'est des films. Et preuve en est, hein, c'est des films qui continuent à être rediffusés assez régulièrement, qui font plutôt des scores corrects en télé. Je répète, hein, il a fait quasiment 4 200 000 entrées en France, c'est pas anecdotique. Ça montre quand même que ce film-là, et surtout ce roman, mais a eu un impact. Et je trouve que voilà, il y a quand même un beau casting. Il y a pas... On l'a dit, en fait, on a beaucoup rigolé parce que oui, il y a des trucs qui n'ont pas trop de sens, il y a beaucoup de facilité. Tu l'as bien expliqué, il y a un travail d'adaptation qui n'est pas toujours réussi parce que c'est pas toujours simple d'adapter. Mais au final, c'est un objet ciné qui est plutôt chouette. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Allez le voir si vous l'avez jamais vu. Vous rigolerez peut-être autant que nous en voyant 2-3 conneries dedans, mais voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon Babou ? Bah écoute, là non, hein, j'ai rien qui me vient. Je suis juste en train de regarder parce que j'avais un doute sur si c'était pas un des derniers films de Jean-Pierre Mariel. Mais non, il en a fait encore quelques-uns derrière, notamment dans les années 2010. Mais on est très content de le voir quand même. Oui, c'est toujours un plaisir. Le casting français est plutôt cool. French Power. Hein. Donc voilà. Non, bah écoute, moi j'ai rien à rajouter. Si c'est bon pour toi, on peut conclure. Merci à tous. On en profite quand même vous dire, vous l'avez peut-être remarqué, un petit changement. Maintenant, les épisodes seront plus disponibles le samedi, mais le dimanche à 18h, à partir de cet épisode-là. Donc voilà, vous en recevrez les notifications. C'est toujours sur toutes les plateformes. Sur Deezer, ça met un peu de temps à arriver. C'est pas de notre faute, voilà. Mais ça finit par arriver. Mais l'algo est un peu plus long. Je sais pas pourquoi et je peux pas y faire grand-chose. Mais voilà, rendez-vous dimanche prochain pour un prochain épisode. Et donc un petit indice, petit teaser quand même. Je vais te laisser faire le teaser. Bah écoutez, pour le prochain film dont on a choisi de parler, l'indice ce sera plan séquence, allez, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est à la fois large et à la fois bien, je pense. C'est pas mal. Merci à tous merci de nous avoir écoutés. Et une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Salut.